Si tu as vu Le Roi Lion, tu as vu Hamlet. Disney l'a adouci, mais Shakespeare ne l'a pas fait. Si tu as vu Le Parrain, Scarface, There Will Be Blood, Barry Lyndon ou n'importe quelle histoire d'ascension et de chute dictée par l'ego, tu as vu Macbeth. Macbeth n'a pas seulement créé les récits d'ambition démesurée, il a créé le concept même d'ambition démesurée. Avant Shakespeare, le héros s'en sortait généralement vivant. Après lui, plus personne n'était à l'abri. Il n'a pas seulement changé les histoires, il a changé notre manière de comprendre l'être humain. Des expressions comme « l'amour est aveugle »,« le sang se glace »,« briser la glace » en un clin d'œil, et des centaines d'autres sont nés de lui. Le méchant charismatique qui te fascine, Shakespeare. L'amour qui n'a pas besoin de fin heureuse, Shakespeare. L'ambition qui se dévore elle-même, Shakespeare. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vas voir les meilleurs films qui adaptent ou s'inspirent directement de Shakespeare. Et à la fin, une mention spéciale pour toutes ces œuvres qui n'adaptent pas une tragédie précise, mais qui, sans Shakespeare, n'existeraient tout simplement pas. Prends une seconde pour y réfléchir. Quand tu regardes une histoire de politique, de trahison, de discours qui embrasent les foules et d'amis qui deviennent des ennemis, tu ne regardes pas du cinéma moderne. Tu le regardes, lui. Julius César est l'un des films les plus importants jamais réalisés. Non pas parce qu'il réinvente le langage du cinéma, mais parce qu'il démontre quelque chose d'essentiel. Les mots du dramaturge contenaient déjà tout. Ici, Hollywood ne cherche pas à le moderniser. Il fait quelque chose de plus difficile, l'écouter. L'histoire se déploie entre Rome et le cœur humain. Un leader charismatique, une trahison née de conviction, et une ville entière capable de basculer en quelques minutes. Le récit tourne autour du pouvoir, non pas comme victoire, mais comme problème moral. Personne n'est un méchant simple, et personne n'en sort indemne. Le génie de Shakespeare fut de comprendre que la politique n'est pas une lutte entre le bien et le mal, mais entre idées, ego et peur. Et ce film le traduit dans le cinéma classique, avec une clarté magistrale. Et il y a plus encore. En plein âge d'or hollywoodien, Marlon Brando prouve qu'il n'est pas nécessaire de crier ni de surjouer pour dominer une scène. Une voix contenue et une conviction absolue suffisent. Ce contraste entre la parole et la présence élève le film à un autre niveau. Les discours sont le cœur de l'histoire, non comme ornement, mais comme arme. C'est ici que naît le drame politique moderne. La manipulation des masses, la fragilité de la vérité et la facilité avec laquelle une ville entière peut être poussée vers un destin irréversible. Avec Jules César, Shakespeare invente le drame politique moderne. Le leader qui entraîne tout le monde, le traître qui croit agir pour le bien, et le manipulateur qui comprend une vérité essentielle. Ce n'est pas celui qui a raison qui gouverne, mais celui qui contrôle le récit. Cela te dit quelque chose ? Exactement. Tout commence ici. West Side Story est l'une des adaptations les plus brillantes jamais réalisées, parce qu'elle accomplit quelque chose de presque impossible. Transformer Roméo et Juliette en culture populaire sans en vider le sens. Il n'y a ni château ni épée, mais il y a le destin, la haine héritée et un amour d'âme sœur qui naît dans le pire endroit possible. Le film déplace l'histoire dans les rues de New York tout en conservant intact le cœur du récit. Deux jeunes pris au piège de forces qu'ils ne contrôlent pas. Ce qui fascine, c'est la manière dont le cinéma utilise la danse et la musique non pour adoucir la tragédie, mais pour la rendre plus physique, plus urgente, plus viscérale. Chaque chorégraphie est un conflit. Chaque chanson, une déclaration de guerre ou d'amour. Ici, Shakespeare démontre quelque chose que le cinéma n'a cessé de répéter. Lorsque le monde se divise en camps, l'amour véritable ne disparaît pas et ne se remplace pas. Il résiste, au-delà de la vie et du temps. Il n'y a pas de méchants évidents, seulement des systèmes qui poussent les individus vers la catastrophe. Et cela reste douloureusement actuel. West Side Story n'est pas seulement un grand film. C'est la preuve définitive que Shakespeare fonctionne à toute époque, dans tous les genres et pour tous les publics. Quand une histoire est éternelle, le format importe peu. Hamlet est, pour beaucoup, le plus grand livre de l'histoire. Avant lui, les personnages étaient des archétypes. Hamlet crée la psychologie moderne, un personnage conscient, moral et contradictoire, qui comprend que la vérité détruit et que l'action a un prix. Rien de tel n'existait auparavant. C'est pourquoi Akira Kurosawa a rappelé au cinéma ce que cela signifiait avec
Les salauds dorment en paix. Le réalisateur signe l'une des adaptations les plus intelligentes jamais réalisées, précisément parce qu'il ne l'adapte pas littéralement. Il la dissimule. Kurosawa transpose Hamlet dans un monde de costumes, de bureaux et de hiérarchie d'entreprise, et démontre une chose brutale. La tragédie du prince danois fonctionne aussi bien dans un château que dans une multinationale. Le film commence comme un thriller sec, presque documentaire, puis se transforme peu à peu en tragédie morale. Ici, la vengeance n'est ni épique ni libératrice. C'est un processus lent, solitaire et corrosif. Le protagoniste ne doute pas par faiblesse, mais parce qu'il comprend le prix de la vérité. Et ce conflit intérieur est du pur Shakespeare. Kurosawa élimine le romantisme, pour ne garder que l'essentiel, la culpabilité héritée, le pouvoir qui se protège lui-même, et l'impossibilité de vaincre un système de l'intérieur sans s'y détruire. Il n'y a pas de spectre, mais le passé pèse sur chaque plan. Il n'y a pas de monologue, mais le silence dit « être ou ne pas être ». De nombreux films modernes sur la corruption et la vengeance s'inspirent directement de cette structure. Le mal ne crie pas toujours. Parfois, il signe des contrats et dort paisiblement. Les salauds dorment en paix n'est pas une adaptation évidente. C'est Hamlet infiltré dans le cinéma contemporain. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus t'empêcher de le reconnaître partout. Falstaff, Campanades à minuit, n'adapte pas une seule pièce, mais Henri IV, Henri V, Richard II et Les joyeuses commères de Windsor. 4 textes, 4 tons. Et pourtant, Orson Welles les unit pour créer quelque chose d'unique, une seule tragédie émotionnelle. Le film suit la relation entre un jeune prince promis au pouvoir et Falstaff, l'un des personnages les plus humains jamais créés. Excessif, libre, vital, vivant hors des normes et incarnant tout ce que le monde adulte finira par rejeter. Ce n'est pas une histoire de roi, mais d'amitié, de temps et de perte. Welles comprend une vérité essentielle de Shakespeare. Ces grandes tragédies ne parlent pas seulement du pouvoir, mais de ce que le pouvoir détruit. Grandir ici n'est pas une victoire, mais une renonciation. Pour devenir roi, il faut abandonner le rire, la loyauté et les formes d'amour qui ne rentrent pas sur le trône. Cinématographiquement, l'œuvre est sauvage, montage fragmenté, visage sculpté par le temps, et l'une des batailles les plus influentes jamais filmées. Mais ce qui la rend éternelle n'est pas la forme, c'est l'émotion. Cette sensation universelle d'avoir vécu quelque chose de magnifique, et de savoir que cela ne reviendra pas. Falstaff est l'ancêtre de nombreux personnages ultérieurs, le mentor abandonné, l'ami encombrant, le passé qui dérange. Et cela montre à quel point Shakespeare a tout créé. Macbeth est l'une des œuvres les plus influentes jamais écrites parce qu'elle définit l'ambition moderne. Avant elle, le mal était extérieur, ou incarné par un personnage simplement malveillant. Shakespeare crée l'homme qui se détruit et perd son âme en désirant trop, le pouvoir qui corrompt avant même d'être atteint, et la culpabilité comme châtiment inévitable. Toutes les histoires d'ascension et de chute naissent ici. Et si une œuvre appelait une adaptation sans concession, c'était bien celle de Roman Polanski. Polanski comprend que cette tragédie ne doit pas être filmée comme une épopée, mais comme une descente. Il n'y a ni grandeur héroïque, ni solennité théâtrale, seulement la boue, le sang, la peur, et un monde corrompu dès son origine. L'ambition devient physique, ressentie dans les corps, les silences et les regards qui ne peuvent plus revenir en arrière. Le pouvoir ne supprime ni la peur ni le désir de Macbeth, il les multiplie jusqu'à l'anéantir. La violence n'est pas glorieuse, elle est maladroite, désespérée et de plus en plus vide. Polanski pousse le texte jusqu'à ses conséquences ultimes, montrant comment chaque décision brise un peu plus ceux qui la prennent. Visuellement, c'est l'une des adaptations les plus influentes jamais réalisées, ouvrant la voie à tout un cinéma qui cherchera à représenter le mal sans romantisme. Cette version ne rend pas Macbeth plus accessible. Elle fait quelque chose de plus honnête. Elle le rend insupportable. Parce qu'elle comprend que cette histoire ne parle pas de roi ni de prophétie, mais d'êtres humains qui, en désirant depuis l'ego, se condamnent eux-mêmes et perdent leur âme. L'adaptation de Shakespeare la plus célèbre est aussi celle que presque personne ne reconnaît comme telle. En réalité, nous avons tous grandi avec Hamlet. Le Roi Lion est l'une des adaptations shakespeariennes les plus brillantes jamais réalisées précisément parce qu'on ne l'aperçoit pas comme une adaptation. Et pourtant, elle l'est entièrement. Disney a pris Hamlet et l'a transformé en mythe universel accessible à tous.
C'est l'histoire d'un héritier marqué par la perte, l'exil et la culpabilité, d'un fils qui fuit son passé, doute de lui-même et doit choisir entre accepter ce qu'il est ou continuer à fuir. Il n'y a pas de château, mais un royaume. Pas d'épée, mais la trahison. Pas de monologue, mais une question centrale, fuir ou assumer son destin. Les parallèles sont clairs et profonds. Hamlet est Simba, déchiré entre la mémoire et la responsabilité. Ophélie est Nala, figure pure et lumineuse. Claudius est Scar, incarnation de l'ambition et du ressentiment. Mufasa est le roi Hamlet, absent mais toujours guide depuis le ciel. Même les personnages secondaires reflètent le conflit intérieur. L'évitement, le cynisme, le déni de la douleur. Ce qui est extraordinaire, c'est que le film transforme une tragédie existentielle en une expérience accessible, sans en perdre le sens. Hamlet cesse d'être une tragédie pour devenir une histoire sur le fait de grandir, d'affronter la culpabilité et de comprendre que le passé ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Visuellement, musicalement et narrativement, Le Roi Lion démontre que les grandes histoires ne dépendent pas du ton, mais de leur vérité émotionnelle, et que Shakespeare avait déjà écrit, des siècles plus tôt, le moule parfait pour ce voyage. Othello est l'une des œuvres les plus dévastatrices jamais écrites, parce qu'elle ne parle pas de haine, mais de la manière dont l'ego et l'obsession se déguisent en amour et détruisent tout. Ici, Shakespeare va plus loin que dans Macbeth ou Hamlet. Le mal ne naît plus seulement de l'ambition ou du doute, mais de quelque chose de beaucoup plus quotidien et reconnaissable. L'insécurité, l'incapacité à faire confiance, la peur de ne pas être à la hauteur. Othello est la tragédie de l'homme qui confond intensité et possession avec amour, et c'est ce qui le rend vulnérable. La version d'Orson Welles comprend cela avec une lucidité totale. Elle ne transforme pas l'histoire en mélodrame ou en théâtre filmé, mais en cinéma pur. Visage brisé, ombre dévorante et espace qui se referme à mesure que l'esprit du protagoniste s'assombrit. Welles filme la jalousie comme une maladie. Pas de grands discours explicatifs, seulement des regards, des silences et une menace constante. Iago n'invente pas le mal. Il l'active en touchant la blessure exacte, avec une froideur inédite. Face à lui, Dédémone incarne l'amour pur, celui qui ne soupçonne pas, qui ne demande pas de preuves, précisément celui que l'ego est incapable de rendre. La révolution d'Othello est de montrer qu'il n'est pas nécessaire d'un destin tragique pour détruire quelqu'un. Il suffit de toucher sa blessure la plus intime. Et c'est ce qui en a fait le modèle de milliers d'histoires sur la jalousie, la paranoïa et les relations détruites de l'intérieur. Le film de Welles n'embellit rien. Il est rugueux, fragmenté et profondément inconfortable, mais honnête, parce qu'il comprend que cette tragédie n'est pas spectaculaire. Elle est intime, lente et silencieuse. Othello ne parle pas d'un amour impossible, mais de la manière dont la plupart des gens croient aimer vraiment, alors qu'il ne s'agit que de l'ego déguisé, l'une des vérités les plus cruelles et les plus humaines que Shakespeare ait léguées au cinéma. Nous avons déjà parlé de Hamlet, et ce n'est pas seulement un chef-d'œuvre littéraire. Pour beaucoup, c'est le sommet absolu de la création humaine. Aucun texte n'a exploré avec autant de profondeur la conscience, la morale, le doute et le conflit intérieur. C'est pourquoi il est presque impossible à adapter. Le cinéma montre des actions. Hamlet vit dans la pensée. C'est ce qui rend la version de Kenneth Branagh si importante. Elle ne cherche pas à rivaliser avec l'œuvre, ni à tout embrasser, mais à en traduire l'essence dans le langage cinématographique. Elle réduit, condense et recentre la tragédie de l'intérieur, transformant le monologue intérieur en regard, en gestes et en silence. Hamlet n'est plus un personnage qui déclame des idées, mais un être humain pris au piège entre ce qu'il sait et ce qu'il ne peut se résoudre à faire. Le doute devient tension physique, la pensée devient poids, et le temps une menace constante. Cette version comprend une chose essentielle. Hamlet n'est pas une histoire de vengeance, mais de lucidité, voir trop tôt ce que les autres préfèrent ignorer. Aucune adaptation ne peut surpasser Hamlet, mais celle-ci montre jusqu'où le cinéma peut aller lorsqu'il respecte le texte, comprend son esprit et sait se taire. Ce n'est pas l'œuvre définitive, c'est l'adaptation définitive. Et c'est pourquoi les deux films qui suivent sont au-dessus de tous les autres. Ils n'adaptent pas Shakespeare. Ils utilisent sa structure parfaite pour faire du cinéma pur. Ils ne rivalisent pas avec l'œuvre. Ils créent autre chose. À la place de la poétique du texte, il y a la mise en scène d'Akira Kurosawa. Et pour cette raison, sans discussion possible, ce sont deux des plus grands films de toute l'histoire du cinéma.
Le château de l'araignée est bien plus qu'une adaptation de Macbeth. C'est la traduction parfaite de son esprit dans le langage du cinéma. Avec ce film, Akira Kurosawa comprend quelque chose que presque personne avant lui n'avait saisi. Pour être transposé au cinéma, William Shakespeare n'a pas besoin de vers, ni de monologues, ni même de mots. Ce qu'il lui faut, c'est une atmosphère, un rythme et un destin. Exactement ce que permet le 7e art. L'histoire est celle d'un guerrier pris entre l'ambition et la peur, poussé par des forces qui semblent venir à la fois de l'extérieur et de sa propre conscience. Ici, le pouvoir n'est pas désiré avec grandeur, mais avec terreur. Il n'y a aucune gloire dans l'ascension, seulement la paranoïa, et chaque pas en avant est aussi un pas vers la perdition. Kurosawa élimine la psychologie verbale et la remplace par l'image pure, le brouillard qui engloutit tout, les silences qui pèsent plus lourd que n'importe quel dialogue, les espaces qui semblent se refermer sur les personnages. Le château n'est pas un lieu de pouvoir, mais un piège, et le destin ne s'annonce pas par des mots, mais par des sensations. Ce qui est révolutionnaire dans le château de l'araignée, c'est qu'il réinvente Macbeth sans chercher à lui faire concurrence. L'ambition se ressent dans le corps, la peur dans la respiration, et la culpabilité dans chaque geste. Tout est filmé comme un cauchemar rituel, où les personnages n'avancent pas vers le pouvoir, mais vers leur propre annihilation. Ce film a influencé tout le cinéma, qui a voulu représenter la tragédie sans romantisme, le mal sans épopée, et le destin comme une force inéluctable, rappelant au monde que nos histoires viennent de Shakespeare et que son esprit doit vivre dans le cinéma. Avant d'aborder la première place, il faut rappeler des œuvres qui, sans adapter directement Shakespeare, existent grâce à lui. There Will Be Blood est Macbeth, l'ambition qui se dévore elle-même, l'ascension solitaire et le pouvoir comme malédiction intérieure. Le parrain est le roi Léar, le patriarche qui partage son royaume, la famille comme champ de bataille et le prix de confondre pouvoir et amour. Tess et Roméo et Juliette, l'amour pur écrasé par un monde injuste, où la tragédie ne naît pas de l'erreur, mais du contexte. Et il y en a bien d'autres encore. Lire Shakespeare, c'est ouvrir un monde nouveau. Laissez en commentaire vos œuvres préférées, et je vous mets au défi de deviner la mienne. Je vous donne un indice. Vous savez déjà quel est mon film préféré. Maintenant, passons à la première place. Rand n'est pas seulement le meilleur film basé sur Shakespeare, c'est l'une des plus grandes œuvres d'art jamais créées. Ici, Akira Kurosawa prend le roi Léar et fait ce qui semblait impossible. Non pas l'adapter, mais le transcender. L'histoire d'un vieil homme qui divise son royaume entre ses enfants devient une tragédie cosmique sur le pouvoir, l'ego, la vieillesse et l'effondrement de tout ce qui est humain. Le texte ne se lit plus, il se vit, sans trahir l'œuvre originale. Le film raconte l'effondrement absolu d'un ordre qui paraissait éternel. Un homme qui a confondu l'autorité avec l'amour, la force avec la sagesse et le contrôle avec l'héritage. À partir de là, tout n'est que conséquence. Il n'y a pas de héros pour sauver le désastre. Il n'y a pas de rédemption facile. Seulement le constat brutal que certaines décisions, une fois prises, sont irréversibles. Visuellement, Ran est irrépétable. Chaque plan ressemble à un tableau condamné. La couleur, le mouvement, l'usage de l'espace et du silence transforment la tragédie en quelque chose de physique, presque rituel. Les batailles ne sont pas un spectacle, elles sont chaos, déshumanisation et vide. Kurosawa ne glorifie ni la guerre ni le pouvoir. Il les réduit en poussière. Ce qui est véritablement révolutionnaire, c'est que le film supprime tout réconfort. Ici, le texte de Shakespeare atteint sa forme la plus pure. Le mal n'est pas un méchant précis, mais une chaîne d'erreurs humaines. Le destin ne tombe pas du ciel. Nous le construisons nous-mêmes, et lorsqu'il arrive, il est déjà trop tard. Ran démontre que le cinéma peut être à la hauteur de la plus haute littérature, non pas en la copiant, non pas en l'imitant, mais en parlant sa langue depuis un autre art. C'est pourquoi il ne rivalise pas avec Shakespeare. Il l'honore en le menant jusqu'à sa limite. Et s'il restait le moindre doute sur le génie de Kurosawa, il a réalisé ce film pratiquement aveugle. Ce n'est pas exagéré de dire qu'il est le Beethoven du cinéma. Et pour cette raison, sans aucune discussion possible, Ran est le meilleur film jamais réalisé à partir de Shakespeare. Avant de conclure, un dernier fait qui résume tout. William Shakespeare n'a pas seulement écrit les histoires qui ont fondé le cinéma moderne. Il a créé plus de 1500 mots que nous utilisons encore aujourd'hui.
Il a inventé la psychologie moderne, avant même que la psychologie n'existe. Et il a compris l'être humain avec une profondeur que nous n'avons toujours pas dépassée. Le cinéma ne s'inspire pas de Shakespeare. Le cinéma est né de lui. Si cette vidéo t'a plu, laisse un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel devrait être le prochain sujet. À très bientôt. Ici, là où le cinéma atteint sa forme la plus haute.